Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présidentielle 2021, le fichier électoral est désormais disponible. La liste électorale permanente informatisée a été transmise au maire de Commet par le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI. Gestion de la dette publique au Bénin, une spécialiste de la dette de passage dans le pays a échangé avec les journalistes spécialistes d'économie et de finances. Explication dans ce journal. Et puis, séance de travail entre le président de la BOAD et le ministre des Infrastructures et des Transports. Au menu des échanges, les projets en cours de réalisation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée a procédé à la remise de la liste électorale au maire de Commet, un acte symbolique qui entre dans le cadre du déroulement du calendrier électoral. Voici le reportage. Elle est désormais disponible, la liste électorale à utiliser pour le scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Le fichier, fruit d'un processus d'actualisation, prend en compte les observations sur les fiches d'inscription, de radiation, de modification et les décisions du COS-LEPI, de la Cour constitutionnelle ou des juridictions compétentes. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée et son bras technique, l'Agence nationale de traitement, en remettent ici officiellement copie au maire de Commet, dont la présence symbolise celle de ses pairs. Je m'associe au COS pour vous transmettre officiellement copie des extraits de liste électorale par centre de vote et par poste de vote pour la commune de Commet. Les partis politiques légalement constitués qui en font la demande peuvent en obtenir copie sous forme électronique. Nous tenons à vous dire que notre présence à Commet tient dans le respect du calendrier électoral établi par la Sénat. J'ai dit le 27 janvier, le mercredi 27 janvier, cette liste doit être publiée, affichée, transmise au maire. La liste que nous établissons va contribuer à l'élection du président de la République. C'est vrai qu'on va afficher, il y en aura encore qui vont venir dire « Ah, moi, je n'ai pas trouvé mon nom ». Parce que les gens ne sont pas venus au moment où il fallait venir pour qu'on les enrôle ou qu'on les prenne en compte. Cette étape est dépassée. Et l'exercice de ce jour, ce n'est pas forcément la publication des listes dans tous les centres de vote, postes de vote. Mais c'est un acte solennel de publication de la liste. Ça peut être sur un panneau public ou au niveau des arrondissements. Pour montrer que la liste a été mise à la disposition des autorités. Donc nous n'ouvrons pas à nouveau une actualisation. Il faut que ce soit clair. Je veux insister dessus. Il revient aux autorités communales de la publier pour consultation par les populations. COS-LEPI a tenu son challenge de l'actualisation de la liste électorale
permanente informatisée à bonne date. Vraiment, bravo pour eux, puisque sans cette liste, il ne peut jamais y avoir une élection. Nous n'allons pas nous limiter seulement à l'affichage, mais nous allons sensibiliser la population. Nous allons informer la population par les canaux adéquats. Le président du COSLEPI saisit l'occasion pour rassurer les collaborateurs de terrain qui ont contribué à l'élaboration du document qu'ils seront rémunérés à temps pour le travail abattu. Patrice Talon a joué sa partition pour qu'il n'y ait pas d'ardoise. Je vous rassure, une mission sera déployée d'ici quelques jours pour régler définitivement cette question. Conformément au calendrier électoral, la liste sera transmise à la Commission électorale nationale autonome le 10 février prochain. Cette question à présent, que prévoit le code électoral en ce qui concerne la déclaration de candidature dans le cadre du scrutin présidentiel? Quelques éléments de réponse avec ce reportage signé Lénaïque Aguazao. Chaque candidat à l'élection du président de la République ou chaque liste de candidats aux élections législatives ou communales présente une déclaration de candidature auprès de la Sénat. Nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l'article précédent s'il n'est électeur. Les alliances de partis ne sont pas autorisées à présenter des listes de candidats. La déclaration de candidature est présentée 50 jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale à la Sénat. La déclaration de candidature comporte les noms, prénoms, professions, date et lieu de naissance, ainsi que l'adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de une quittance de versement au trésor public, du cautionnement prévu pour l'élection concernée, un certificat de nationalité, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un extrait d'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu, un certificat de résidence, un quitus fiscal des 3 dernières années précédant la date de dépôt de candidature et attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts. Les parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection du président de la République. En outre, la déclaration de candidature mentionne la dénomination ou le logo du ou des candidats. Un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant. La Sénat dispose d'un délai de 8 jours après la délivrance du récépissé provisoire pour statuer sur la validité des candidatures. En cas d'insuffisance constatée, la Sénat les notifie aux candidats ou aux partis politiques concernés et l'invite à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification. En tout état de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes. À l'expiration du délai de 8 jours prolongé, le cas échéant, des 72 heures ouvrables indiquées au présent article, la Sénat délivre un récépissé définitif de validation de candidature aux candidats ou aux partis concernés et publie leur liste. Le directeur général des impôts est tenu de délivrer le quitus fiscal à tout candidat à jour du paiement de ses impôts dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de délivrance du quitus fiscal est motivé et comporte l'indication en une seule fois du détail des impôts non payés. Au cas où le requérant effectue le paiement exigé, le quitus lui est délivré dans les 72 heures suivant la date du paiement. Le rejet d'une candidature ou d'une liste est motivé. La décision de rejet est notifiée aux concernés et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de 48 heures. La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de 5 jours. Parlons économie à présent, de passage au Bénin pour une visite de travail. Une spécialiste de la dette s'est entretenue avec les journalistes spécialistes des questions d'économie et de finances. Les échanges ont porté sur la gestion de la dette publique. Explication avec Ricardo Loïc Pékou et Mohamed Bio.
Conseillère économique d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement et très connue dans les milieux financiers et économiques internationaux, la spécialiste de la dette publique, Anne-Laure Kiechel, de passage au Bénin, s'est entretenue avec les journalistes spécialistes des questions d'économie et de finances. Le dernier exploit réalisé par le Bénin sur les marchés financiers internationaux à travers l'émission d'un eurobond de 1 milliard d'euros, soit 656 milliards de francs CFA, était au cœur des échanges. La beauté et l'importance de l'émission du début d'année est d'avoir su faire appel au marché à un moment où les taux étaient particulièrement bas, puisque comme vous savez, un taux d'emprunt d'un pays, c'est le taux sans risque, plus la prime pour le pays. Et là, les taux sont évidemment historiquement bas, et donc se rajoute à ça une prime de risque pour le Bénin, qui était particulièrement basse, et qui a permis non seulement un taux de financement extrêmement bas pour le pays, donc ce qui est évidemment bon, puisque ça veut dire que la charge d'intérêt pour le pays est relativement faible, ça a permis aussi d'émettre de la taille, puisqu'il y a 1 milliard qui a été émis, et ça c'est aussi important, et sur des maturités qui sont des maturités particulièrement longues, puisque comme vous le savez, 2 tranches ont été émises, une à 11 et une à 31 ans. Et donc ça c'est aussi très très important. Pourquoi ? Parce que des investisseurs n'achètent pas du papier à 31 ans si jamais ils n'ont pas confiance dans une signature. Et donc quand on est un pays qui commence à émettre, comme ça a été le cas pour certains pays il y a plusieurs années, d'ailleurs aussi pour vous, quand vous avez émis pour la première fois. Au début, on se dit, tiens, est-ce qu'on a confiance, et on commence par vouloir aller à 5 ans, à 7 ans, puis après progressivement à 10 ans. Mais 30 ans, c'est vraiment une maturité, ou 31, peu importe, mais au-dessus de 30 ans, c'est vraiment une maturité qui est une maturité longue, extrêmement importante, et qui est un signe et un témoignage de la part des investisseurs du fait qu'ils ont confiance dans la qualité de signature du Bénin, et donc dans le fait que le Bénin honorera sans aucun problème ses dettes, même à très très long terme. Donc quelque part, ils achètent tout à fait les plans économiques et que le pays est en train de mettre en œuvre. C'est un pas de géant, s'est réjouie la conférencière qui n'a pas tari de loge à l'endroit du ministre de l'Économie et des Finances et de toute son équipe. C'est le fruit d'une minutieuse préparation, a fait constater le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement qui a pris part aux négociations avec les investisseurs. Tous les éléments sont disponibles. Vous savez qu'il y a quelques mois, le Bénin a été classé premier pays IDA en termes de transparence de la dette, c'est-à-dire toutes nos données sont disponibles et à accès public. Donc du coup, c'est pas parce que nous sommes allés chercher 1 milliard aujourd'hui qu'on va l'ajouter tout de suite au stock de la dette qui est là et dit, bon voilà, nous sommes à je ne sais pas quel pourcentage. Non, il y a un travail qui se fait derrière pour déterminer. Et bien avant d'aller sur le marché, on analyse l'impact d'une émission nouvelle sur le niveau de l'endettement aujourd'hui. Et ça fait partie des éléments qui sont utilisés pour rassurer l'investisseur. Mais avec une maturité finale aussi longue, n'y a-t-il pas des risques pour le Bénin de se rendre encore sur le marché financier international? Vous avez encore pour le Bénin une très grande capacité de venir sur les marchés. Pourquoi? Vous avez des investisseurs qui sont tout à fait prêts à prendre encore plus de risques Bénin. Donc il y a l'appétit pour encore la signature du Bénin. Ce qu'il faut regarder, c'est l'intégralité des besoins de financement de l'État à un moment donné, et donc on va regarder pour 2021, puisque c'est ça qui nous intéresse, et de regarder l'intégralité des sources de financement qui se présentent à vous. Bon. Vous avez la capacité de lever sur le marché domestique d'un côté, et sur le marché international. La situation des finances publiques du Bénin est meilleure à celle d'autres pays, a expliqué la spécialiste de la dette, qui a par ailleurs félicité le Bénin pour la politique mise en place dans la gestion de la dette publique qui la rend viable conformément au taux de 70% imposé dans la sous-région. Séance de travail ce jeudi à Cotonou entre le président de la Banque ouest-africaine de développement et le ministre des Infrastructures et des Transports. Au menu des échanges, le point et les perspectives des projets en cours de réalisation. Voici le point. Serge Ekoué, nouveau président de la BOAD, au cabinet du ministre béninois des Infrastructures et des Transports. C'est une séance de prise de contact entre le patron de l'institution financière sous-régionale
et l'autorité ministérielle. Dans une ambiance bon enfant, les échanges ont porté sur le partenariat entre la Banque ouest-africaine de développement et le Bénin pour la réalisation des infrastructures de développement. Nous avons parcouru projet par projet l'état d'avancement des travaux, l'état d'avancement des ouvrages, et nous avons conclu sur le fait qu'il y avait encore quelques efforts à faire ici ou là, de façon à nettoyer un petit peu le portefeuille qui était parfaitement bien avancé. Avec le président, nous avons échangé sur les questions d'expertise que la banque désormais offre. Et également, nous avons fait le tour détaillé du portefeuille projet de la BOAD au Bénin. Nous avons, à la suite de la présentation du portefeuille, nous avons pu constater que la coopération entre la banque et le Bénin dans le domaine des infrastructures se porte très bien. Le tour d'horizon des différents projets en cours de réalisation a permis au ministre romain et à son hôte de marque de faire des observations communes pour un bon aboutissement des travaux. Nous avons vu l'évolution de certains projets pour lesquels il y a quelques diligences à faire. Nous avons convenu de travailler, nos équipes vont travailler les jours et mois à venir pour essayer de mettre en œuvre les recommandations que nous avons faites pour la clôture de certains projets qui sont achevés, mais pour lesquels il y a quelques petits travaux confortatifs à faire. Des perspectives sont aussi envisagées pour la construction de nouveaux ouvrages. Nous avons surtout voulu regarder vers l'avenir pour voir les nouveaux projets que nous pourrions faire ensemble avec la banque. Et le président de la banque est d'accord avec nous que la route apporte la vie. Et donc, ce faisant, nous allons nous donner la main pour que, ensemble avec la banque, avec leur appui, que de nouveaux projets soient initiés. Et M. le ministre a insisté sur le fait qu'il était important, en cela je le rejoins, il était important de nous projeter maintenant vers l'avenir, de nous projeter vers la réalisation, la détermination et la réalisation de nouveaux ouvrages. Et nous sommes naturellement, la BOAD est naturellement toute disposée à regarder très favorablement ces projets. Nous aurons toute l'année et tous les mois qui viennent pour regarder tout ceci de manière détaillée. Il a été aussi question, au cours des échanges, du réseau routier en terre qui dessert les populations rurales et pour lequel la BOAD a appuyé le Bénin à hauteur de 500 millions de francs CFA pour la réalisation des études de faisabilité en vue de la construction d'ouvrages de qualité. Les filles et fils de la commune de Komé ont organisé un meeting de réconciliation au profit du développement de leur localité. L'événement a eu lieu en présence de Jérôme Humbo et Augustin Baudou. Regardez. Notre union commence aujourd'hui et va perdurer pour le bonheur de la population de Komé. Ensemble, on est plus fort et unis, on va plus loin. Hier, divisés en raison des micro-intérêts et la floraison de clubs électoraux, les jeunes de la commune de Komé se retournent vers leurs aînés politiques. Ces jeunes disent avoir des raisons suffisantes d'adhérer à la politique de leurs aînés. Microcrédit à la FIA, ce besoin est en train d'être comblé. Le ministre des Affaires sociales et des microcrédits est passé déjà à Komé la semaine dernière. Aujourd'hui, Komé dispose d'un marché moderne aux normes internationales pour les activités économiques des femmes. Nous sommes très satisfaites de ces belles actions et réalisations. Ces infrastructures de promotion du sport incitent davantage les jeunes à aller vers la professionnalisation de leur carrière sportive. 771 km de route achevées en 5 ans et 1385 km de route en chantier avec 445 km de route en cours de démarrage. 22 stades aux normes internationales. Ce sont des marchés modernes. Le crédit à l'AFIA, le vaste projet d'assurance aux pauvres,
l'assainissement des finances publiques avec le respect du bien public qui devient de plus en plus une réalité. L'assainissement du climat politique est un succès sans précédent. Les partis régionaux, les clubs électoraux ont disparu, laissant place à des grands blocs politiques à l'instar des grandes nations. Aujourd'hui, nous pouvons passer les concours et, sans connaître quelqu'un, les pauvres familles voient leurs enfants accéder à des postes dans l'administration. Aujourd'hui, la corruption est du passé. Parlons à présent du Fonds national de développement agricole. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a présidé à Porto Novo une séance sur le sujet. Les détails, ce sera avec Firmé Bassao. 100 milliards de francs CFA pour accompagner les producteurs agricoles dans leurs activités. C'est une opportunité qu'offre le gouvernement aux producteurs avec l'appui technique du Fonds national de développement agricole, une structure facilitatrice d'accès à ce crédit. L'accès au crédit appelle une éducation financière. Ici, il s'agit du crédit et il s'agit d'une institution de la République, le FNDA, un établissement public qui a une durée de vie illimitée, à ne pas confondre avec les projets et programmes auxquels la plupart d'entre vous étaient habitués en termes de dons et de subventions. Donc ici, les banques et SFD qui travaillent avec le FNDA vont vous donner le crédit et vous allez rembourser. Ce n'est pas le FNDA. Donc, c'est le comportement, la démarche que vous devez avoir qui justifie la présente séance d'information conduite par le ministre lui-même en personne. Pour bénéficier des facilités du Fonds national de développement agricole, il faut être un acteur formellement identifié. Sont éligibles au crédit les PME et PMI agricoles, les coopératives de producteurs ou de transformateurs, les petits exploitants agricoles. La cité de Porto Novo, grande ville, pratique une agriculture périurbaine. Urbaine et périurbaine. Tout ce qu'on mange dans Porto Novo n'est pas produit d'ailleurs. Il y a des jardins, il y a de petits élevages, il y a du maraîchage, il y a quelques fruitiers. Mais ce dont nous voulons parler ici aujourd'hui, c'est comment booster l'agriculture par l'accès au financement, au crédit. Et il est possible que des gens au cœur de Porto Novo contractent des crédits et développent des activités agricoles. Gagner de l'argent tout en assurant la sécurité alimentaire des populations reste le véritable challenge. Il est possible qu'au cœur de Porto Novo, on aille prendre ce crédit et faire du vrai business, de bon commerce pour donner, apporter la nourriture à disposition à un prix accessible, mais dans lequel nous avons trouvé notre compte. C'est de ça qu'il s'agit. Je mérite, je peux faire même 3 projets. Si on me finance et que je suis crédible, ça y est. Mais ce que je sais, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de crédit sur une autre banque et venir mentir à l'autre banquier pour dire que vous êtes ça. Une fois que vous avez votre identifiant et que vous vous présentez devant le banquier pour soutenir votre dossier, il connaît déjà votre antécédent. Ne cherchez pas à mentir au banquier. En mettant à disposition les 100 milliards de francs CFA, le gouvernement joue déjà sa partition. Il revient aux potentiels bénéficiaires de pouvoir convaincre les institutions par des projets bien élaborés. Les directeurs des services déconcentrés de l'État et le préfet du Borgou ont tenu ce mercredi la toute première réunion de la conférence administrative départementale de l'année 2021. En tout, 3 communications ont meublé les échanges. Le point avec Jusqu'à Akovi Vitis Aroré. C'est la première conférence administrative départementale du Borgou au titre de l'année 2021.
L'occasion est propice pour passer en revue les actions menées par les services déconcentrés de l'État l'année écoulée. Je voudrais en outre vous exprimer ma reconnaissance pour l'assiduité avec laquelle vous avez pris part aux réunions mensuelles de la CAD et pour vos contributions respectives à l'animation et au fonctionnement de cette instance départementale d'échange au cours de l'année 2020. Aussi voudrais-je vous réitérer ma gratitude pour la qualité de nos rapports, la franche collaboration, les actions menées dans vos secteurs respectifs et la qualité de l'assistance conseil offerte aux communes, ce qui a contribué à l'obtention d'un taux satisfaisant d'exécution de l'ensemble des activités dans le département, en dépit des contraintes liées à la pandémie du coronavirus. Une autre communication porte sur les résultats provisoires du recensement national d'agriculture dans le Borgou. La communication qui retient beaucoup plus l'attention des membres de la CAD est celle du directeur départemental de la santé. Ibrahim Maman Sissé fait le point de la riposte contre le Covid-19 et le Lassa dans le Borgou. Il en ressort que la courbe du coronavirus est en hausse dans le département. Selon le DDS, 20 à 50 cas positifs sont dépistés par jour depuis le début de la saison d'harmattan. Raison fondamentale évoquée, le relâchement des gestes barrières. Le Borgou est le 4e département le plus touché par le Covid-19 après le littoral, l'Atlantique et l'Ouémé. Et puis l'actualité internationale pour boucler cette édition, elle nous emmènera au Sénégal, en France, puis en Grèce. Regardez. Le variant britannique du coronavirus a été détecté pour la première fois au Sénégal, annonce le directeur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, Souleymane Mboup. L'IRSF, en collaboration avec ses partenaires de l'unité MRC Gambie de la London School à Banjul, ont procédé au séquençage d'échantillons de la deuxième vague du Sénégal par Whole Genome Sequencing et ont réalisé le génotypage avec la méthode de NGS, Next Generation Sequencing. Par la présente, nous vous informons avoir confirmé la présence d'un variant britannique, SARS-CoV-2, dans les échantillons de la deuxième série. Relativement préservé, comme de nombreux pays d'Afrique, le Sénégal fait face à une deuxième vague de la pandémie qui met à l'épreuve le système sanitaire de ce pays. À Athènes, près de 3000 étudiants, selon une source policière, ont bravé ce jeudi l'interdiction policière de rassemblement et ont manifesté pour la 3e fois en 3 semaines contre un projet de loi sur l'instauration des patrouilles policières dans les universités. Ces manifestations interviennent 2 jours après une interdiction générale des rassemblements de plus de 100 personnes jusqu'au 1er février. La police avait indiqué mardi que cette mesure visait à protéger la santé publique. Le pays étant sous confinement depuis début novembre pour parer à la seconde vague de la pandémie. Non aux policiers dans les universités, scandaient les étudiants portant des masques. Ils ont aussi réclamé l'ouverture des universités fermées depuis plusieurs mois pour cause du confinement. En France, le ministre de la Santé Olivier Véran estime que le nombre de patients par jour atteints des variants du Covid-19 est passé de 500 personnes au début du mois de janvier à plus de 2000 au cours d'un point de presse sur la situation sanitaire, alors que le gouvernement prépare le terrain et les esprits à des mesures sanitaires plus strictes. Un peu plus de 20 000 cas positifs diagnostiqués chaque jour, c'est beaucoup. C'est moins que les 50 000 cas de la vague de l'automne que nous avions par jour, mais cela reste à un niveau élevé. Et quand on regarde la tendance, cela augmente d'environ 10% par semaine, en moyenne, depuis 3 semaines. Je le disais, malgré tous nos efforts, les variants circulent activement en France. Au cours du mois de janvier, on estime être passé de quelques 500 patients environ par jour atteints de ces variants au début du mois de janvier, c'est plus élevé que ce que nous pensions, à plus de 2000 patients par jour atteints de ces variants actuellement. Le fait que ces variants se propagent dans notre pays nous laisse penser que le couvre-feu et l'ensemble des mesures de contrôle en vigueur dans notre pays sont certes utiles, mais probablement pas suffisantes.
Ce que nous voulons éviter, c'est une épidémie dans l'épidémie, qui n'est pas encore véritablement visible en France, mais dont tout nous laisse à penser qu'elle sera une réalité très vite et très forte si nous ne faisons rien. Au Royaume-Uni, la commission de vaccination allemande recommande le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire britannique AstraZeneca uniquement pour les personnes âgées de 18 à 64 ans en raison d'un manque de données pour les plus âgés. Cet avis précise que les données disponibles actuellement sont insuffisantes pour évaluer l'efficacité des vaccins au-delà de 65 ans. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve demain, même heure, même canal. Au revoir et à très vite.